Bonjour Hugo Bernalici. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur France Info. On va revenir avec vous sur les propos contestés du chef d'état-major des armées sur la menace russe, l'actualité également sur l'examen du budget. On va parler des municipales aussi. Avant cela, évidemment, le fléau du narcotrafic. Je rappelle que vous suivez les questions de sécurité au sein de la France Insoumise. Une marche silencieuse est prévue demain à Marseille après l'assassinat la semaine dernière de Mehdi Kessassi. Écoutez l'appel de son frère Amine. Il était au micro de Paul Larouturou. C'était avant-hier sur France Info. Si je suis en danger, si je suis menacé, s'il y a des gens qui sont émus, qui sont touchés par cette histoire, des politiques qui se sentent concernés, parlez, portez, faites, marchez, faites comme nous, dénoncez, allez accompagner les familles de victimes, parce que plus on sera à parler, plus on sera à porter cette cause, et moins des gens comme moi sont menacés, moins de petits frères comme Mehdi vont être assassinés pour rien. Voilà, marchez, parlez, vous aussi à la France Insoumise, vous appelez à participer à ce rassemblement, à manifester? Oui, bien sûr. Il faut y participer et je pense qu'on a besoin effectivement qu'il y ait une lutte aussi de la société civile contre les phénomènes mafieux et contre la mafia. On a porté avec un certain nombre de parlementaires des modifications de la loi pour, par exemple, saisir les biens des mafieux, des criminels, pour les restituer à des associations qui soit luttent contre la mafia, soit permettent la cohésion sociale dans les quartiers, soit les redonner aux collectivités territoriales qui ont pu être lésées. Donc je pense qu'effectivement on a besoin de ce mouvement de la société. Mais en réalité, la lutte contre le narcotrafic, elle doit être le fait de services spécialisés, que ce soit pour la police ou pour la justice, et on y reviendra sans doute sur les moyens. Et puis au fond, il y a quand même un sujet, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, c'est la question de la consommation des stupéfiants en tant que tel. Puisque en réalité, si vous avez un trafic de cette intensité-là, c'est parce que nous sommes le premier pays consommateur d'Europe, notamment sur le cannabis. On va détailler tout ça sur la marche, simplement. Manuel Bompard, je crois, coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône, il participera. Je crois qu'il y sera, mais après avec nos agendas, le budget, etc. Mais je suis vous quasi appelez sûr également qu'il y sera, ouais. des représentants du gouvernement à s'y rendre, ce serait important? Ah bah tous ceux qui partagent l'indignation de ce meurtre, de cet assassinat scandaleux, doivent pouvoir se rendre à cette marche et protester contre cette situation. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est pas tant la participation à cette marche, c'est de faire en sorte que les moyens soient à la hauteur des enjeux. Et je vais vous dire, le compte n'y est pas. Et c'est pas en démultipliant les brouilleurs de téléphones portables dans les prisons qu'on va régler le problème, parce que le fond, le nœud du problème n'est pas à cet endroit. On va en parler, mais quand vous dites que la société civile doit aussi se mobiliser, concrètement, comment on fait? On sait qu'il y a cette chape de plomb qui commence à s'installer, des journalistes qui ne veulent plus signer leurs articles, des militants associatifs aussi qui refusent de s'exprimer. Alors comment on fait? Concrètement, il faut soutenir ceux qui le font. Et il y en a qui le font, là, à Marseille. Il y en a qui le font aussi en Corse. Moi, je me suis rendu aux côtés des associations anti-mafia à plusieurs reprises pendant le mandat. On les a reçus à l'Assemblée nationale. Ça a débouché notamment sur l'adoption d'amendements que je vous ai indiqués. Il y a aussi, je m'étais rendu moi-même en Sicile il y a quelques années pour un hommage à Palerme des victimes innocentes de la mafia. J'avais rencontré moi-même le maire de Palerme dans ces circonstances. Donc on sait comment organiser la société civile. Elle est organisée. Elle veut juste du soutien, et c'est ce que font mes camarades Sébastien Delogu et Emmanuel Bompard sur place avec les familles de victimes. Vous savez qu'il y a déjà eu plusieurs manifestations sur place aussi. La conscience, Hugo Bernalici, la conscience dans la société, elle est suffisamment présente. Vous disiez vous-même, il y a des consommateurs. Donc non, mais la société est suffisamment consciente. C'est la question de son organisation, de s'organiser pour, effectivement, c'est encore dans bien des cas balbutiant. C'est quelques militantes, quelques militants qui prennent le risque sur eux. Donc, il faut démultiplier ça, effectivement. Et s'il pouvait y avoir plus de monde à s'organiser pour rappeler que la criminalité organisée tue et que elle crée des situations qui sont dramatiques et qu'on a des réponses à ça. Voilà. Mais ensuite, il faut les réponses politiques. Quand on vous dit que dans les quartiers populaires, les quartiers sont abandonnés et que les gamins sont livrés à eux-mêmes et du coup sont de la main-d'œuvre facile pour les trafics et les trafiquants, les réponses, elles sont aussi et peut-être avant tout des réponses de prévention, donc des réponses sociales, des réponses de l'école, de renforcer l'école de la République, d'avoir des éducateurs de rue en nombre suffisant. Enfin, c'est ces réponses-là qui sont attendues. Est-ce que vous considérez, comme le gouvernement, que ce meurtre de Mehdi Kessassi est un point de bascule ? C'est une étape franchie de plus. Je dirais pas point de bascule parce que ce serait mettre de côté les alertes
dont j'ai été le réceptacle moi-même en tant que parlementaire dès 2019, quand j'ai rendu des premiers rapports sur la lutte contre la criminalité économique et financière, qui est un champ particulier, mais qui aussi concentre tout le blanchiment du trafic de stupéfiants. Et les enquêteurs et les enquêtrices que je rencontrais à l'époque me disaient déjà, attention, le phénomène mafieux, la criminalité organisée gagne du terrain. On a besoin d'avancer là-dessus. Quand j'ai fait la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire, j'ai reçu tous les magistrats du pays dans des fonctions différentes, m'ont tous alerté aussi là-dessus, y compris les services d'enquête de la police judiciaire déjà en 2020, en disant mais attendez, voyons ce qui se passe chez nos voisins. Quand vous voyez qu'il y a des ministres dans des pays étrangers qui étaient déjà kidnappés. On pense aussi à la Belgique, par exemple. La Belgique, c'est Pays-Bas. Exactement. L'alerte, elle était déjà là. Ça, vous redoutez que ça arrive en France? Ça peut arriver, de ce que vous en savez? Tout est possible, je veux dire, en soi, à partir du moment où vous avez... Il n'y a plus de limite. Mais il n'y a jamais eu vraiment de limite. La question, c'est comment on répond politiquement à ça. La limite qu'on a opposée, c'est l'organisation de la société en tant que telle. Encore une fois, les services publics, en général, la prévention en général, et les moyens de répression. Et je voudrais qu'on vienne aux moyens de répression, aux services d'enquête, etc., qui ont été désorganisés par Gérald Darmanin. À la fois sur les moyens de répression. D'abord, un débat sur le sujet à l'Assemblée nationale, comme annoncé par Sébastien Lecornu, c'est utile? On vient de faire une loi narcotrafic. Donc il ne faut pas de débat supplémentaire. Vous avez déjà pu débattre. On vient de voter une loi, c'est-à-dire avec des mesures concrètes. Là, on nous propose un débat, c'est-à-dire 50-1 de la Constitution. Donc le ministre va parler, les groupes vont dire on est tous contre le narcotrafic, et puis au revoir, merci, bonne journée. Je suis désolé, il y a une loi qui a été votée. La question, c'est que cette loi ne fonctionnera pas et ne fonctionne pas parce qu'elle ne s'attaque pas au cœur du problème pour ce qui est de la consommation de stupéfiants dans ce pays. Et oui, nous pensons qu'il faut légaliser le cannabis dans notre pays parce que c'est ça le cœur de l'affaire, parce que c'est le moteur financier. Mais bien sûr. Est-ce que c'est pas aussi la cocaïne, par exemple, et des drogues de synthèse? Il y a les saisies de cocaïne, c'est des montants astronomiques à chaque fois. Alors oui, mais en fait, c'est sans commune mesure avec bien plus petit que le cannabis. Et en termes de rentrée financière, le socle du fonctionnement de la criminalité organisée et du trafic de stupéfiants, c'est le cannabis. C'est le gros des consommateurs et c'est le gros de ce que ça rapporte financièrement parlant. Et c'est d'ailleurs souvent par la vente de cannabis que les trafiquants vont ensuite proposer de la cocaïne et d'autres types de drogues qui, elles, sont plus rémunératrices d'un point de vue, y compris logistique. Bon, donc, si on s'attaque au cœur de l'affaire qui est le cannabis, si on le légalise, on leur coupe l'herbe sous le pied, les trafiquants. Ça veut dire qu'ils n'ont plus l'argent pour s'organiser, pour acheter autant d'armes, pour commanditer des assassinats. Tout ça est une logistique. Il n'y a jamais eu autant de consommateurs de cocaïne en France. Il y a un peu plus d'1 million et de cannabis, vous pouvez mettre les deux, hein. Ça marche. Donc, quand même, de balayer un peu d'un revers de main le problème de la cocaïne. Mais pas du tout, je ne la balaye pas. Je suis en train de vous dire que le point d'entrée, c'est la vente et c'est le cannabis, c'est le point d'entrée. Je suis pas en train de balayer ça vers la main. Et vous savez que on a même aussi une augmentation de la consommation d'héroïne qui est très problématique dans notre pays, qui conduit d'ailleurs à des situations pour les individus qui la consomment de destruction. Bon, donc je crois qu'il faut qu'on regarde ça de manière très lucide. Vous savez que nos voisins portugais, face au problème de l'héroïne, il y a déjà plusieurs années de cela. 25 ans. On décidé, merci, je voulais pas dire trop loin parce que souvent on nous croit pas, mais il y a en 2001, ils ont dépénalisé l'ensemble. Exactement, l'ensemble de l'usage des drogues. Et qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis de faire diminuer la consommation de drogue. C'est quand même ça l'objectif. Au fond, c'est de faire diminuer la consommation pour des raisons de santé publique, et y compris pour des raisons d'ordre public. Ça vous permet, pour ceux qui continuent à faire du trafic, de concentrer les moyens. Parce que c'est vrai que les trafiquants disparaissent pas du jour au lendemain. Et de faire des campagnes de santé publique et de faire des rentrées fiscales. Donc, pour l'État. Si on récapitule, en tout cas pour la légalisation du cannabis. Si on récapitule, légalisons le cannabis, et là c'est la solution à peu près à tout. C'est pas la solution à tout. C'est un bon point de départ de solution pour encore une fois enlever des mains des trafiquants leur rentrée d'argent, leur manne financière. Est-ce que vous ne reconnaissez pas quand même que, même si vous êtes contre cette politique de répression, que par exemple ces opérations place nette que le gouvernement a mis en place... Je suis pas contre les politiques de répression, madame. Je suis pour qu'elles soient faites plus efficacement. Ça déstabilise malgré tout les trafics, les vendeurs, les ravitailleurs, les guetteurs. Je vous en remercie parce que personne n'a jamais
vraiment fait le bilan de Place Nette. J'ai demandé s'il y avait un bilan au ministère de la Justice, puisque je viens de rendre un nouveau rapport sur les questions de la réorganisation de la police nationale avec son échelon départemental par Gérald Darmanin, qui a fait ça en 2023, appliqué 2024. Et en réalité, tout le monde nous dit on a besoin d'avoir une réorganisation de nos services, de sorte à ce qu'on puisse mieux poursuivre les trafiquantes et les trafiquants. On manque de magistrats dans le domaine, on manque d'enquêteurs spécialisés, d'enquêtrices spécialisées dans le domaine. Ils ont été mis à l'échelon départemental, comme je vous le disais, alors que la criminalité, elle s'arrête pas aux frontières du département. Ça a rompu, cassé le fonctionnement de l'ancienne direction centrale de la police judiciaire. Et on a fait quoi à côté de ça? Des opérations Place Nette. Oui, mais vous dites qu'il n'y a pas de bilan. Qui sont le gouvernement s'est exprimé hier et a quand même constaté qu'il y avait eu plus de saisies, moins de meurtres. Ça va plutôt dans le bon sens. Moins de meurtres, excusez-moi, pour l'instant, moins de règlement de compte. L'année n'est pas encore terminée et j'ai pas envie qu'il y ait davantage de règlements de compte, mais il y en a de toute façon trop. Sauf que les opérations Place Nette, elles ont été faites en grande pompe avec Emmanuel Macron qui est venu à Marseille en disant regardez, je vais tout régler. Et là, ils reviennent en grande pompe pour dire on va tout régler. Avec un cadavre en plus au milieu de tout ça. Pas un, mais des dizaines. Et vous croyez que c'est satisfaisant et qu'on doit se dire, ah bah Place Nette, génial, bravo. Place Nette, ça a fait en sorte que des enquêteurs spécialisés qui s'occupaient du haut du spectre, qui s'occupaient des plus grands criminels, ont été, même si c'est sur 3 jours seulement, et ben pendant 3 jours, ils ont fait des petits trafiquants, des petits points de deal qui sont réapparus dans les jours qui suivaient. Vous avez même fait des reportages ici à France Info. J'ai vu vos reportages. Là, on avait couvert ces opérations Place Nette, notamment à Marseille. Et donc, on vient désorganiser la police, les moyens spécialisés au profit du visible, de la com. C'est ça qu'on reproche à Gérald Darmanin, de faire de la com de court terme, de pas s'attaquer aux problèmes de fond. Que ce soit sur la légalisation, mais aussi sur les moyens de répression. Ce monsieur a désorganisé nos moyens de répression. Vous restez avec nous, Hugo Bernalicis. On va continuer à parler de la manière de lutter efficacement donc contre le narcotrafic avec vos solutions, celles aussi qui sont avancées par le gouvernement. C'est juste après l'essentiel de l'actualité, 9h moins le quart, Théo Méto-Régimbaud. Le président ukrainien veut d'une paix digne. Réaction alors que les États-Unis ont présenté un plan de paix qui prévoit notamment la cession de 2 régions à la Russie. Et Kiev serait éligible à l'adhésion à l'Union européenne et les Russes menacés d'une réponse militaire coordonnée en cas de nouvelle invasion. La France traversée de part et d'autre par une vague de froid intense. Près de 80 départements en vigilance jaune. Les températures déjà basses vont encore diminué dans le week-end. Il n'a jamais fait aussi froid en novembre depuis plus de 10 ans. Une vague de froid, mais pas encore de tension sur le réseau électrique. Pourtant, EDF a redémarré 2 centrales à charbon, celles qui sont les plus polluantes. Il s'agit de tests pour s'assurer de leur fonctionnement en cas de besoin. La cour d'appel de Nîmes juge légale la vente d'un masque africain. Il avait été acheté 150 € par un couple par un brocanteur qui l'a revendu plus de 4 millions d'euros. Les plaignants réclamaient l'annulation de la vente et accusent le brocanteur de les avoir arnaqués. France Info. Le 8h30 France Info, Adrien Beck, Mathilde Siro. Vous êtes ce matin sur France Info avec Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord, avec qui on a donc évoqué ce fléau du narcotrafic, notamment la consommation, le trafic de drogue. On voulait aussi parler avec vous d'une des mesures qu'a mise en place le gouvernement, ces prisons de haute sécurité, ces narco-prisons. Vous avez d'ailleurs visité l'une d'entre elles, c'était à Vendin-le-Vieil au début du mois de novembre. C'est votre droit d'ailleurs en tant que parlementaire de pouvoir visiter ces lieux de privation de liberté. Est-ce que vous pouvez très précisément décrire à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, ce que vous y avez découvert ? Alors, on n'a pas assez de temps pour que je vous décrive trop précisément comment fonctionnent les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Mais ce que je veux dire d'emblée, c'est que c'est pas ça qui va régler le problème, et que les gens qui étaient à Vendin-le-Vieil avant qu'il y ait des quartiers de haute sécurité, en réalité ne pouvaient déjà pas utiliser leur téléphone portable, étaient déjà en encellulement individuel avec une garde très 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 forte, une surveillance très poussée, et avec le statut de détenu particulièrement surveillé, DPS, on pouvait déjà aboutir au résultat auquel voulait aboutir Gérald Darmanin. Mais vous disiez c'est aberrant avant la mise en place. Ce que vous avez vu vous a semblé aberrant. Ce que je vous dis, c'est que par d'autres moyens, par les moyens existants, on pouvait arriver au résultat que voulait Gérald Darmanin, c'est-à-dire
que ce soit hermétique vis-à-vis de l'extérieur, qu'on puisse pas utiliser de téléphone portable, etc. Les brouilleurs marchaient et continuent de marcher très bien. Mais vous savez qu'il y a des meurtres qui sont commandités depuis les cellules de prison. Pas depuis Vendin-le-Vieil et pas depuis un certain nombre de quartiers d'isolement. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Non mais ça fonctionnait avant, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que par contre, le fait de dire que, vous savez, j'ai vu des gens qui sont là depuis 4 ans à Vendin, qui étaient là avant les travaux, et qui, après 3 mois de travaux, sont devenus du coup d'un coup des grands criminels. On les a laissés là, et du jour au lendemain, ne pouvaient plus avoir qu'un créneau de 2 heures de téléphonie, alors que d'habitude ils pouvaient appeler. Tout est sur écoute à Vendin, comme dans 100% des prisons. Mais avant, ils pouvaient téléphoner aux horaires qu'ils le souhaitaient. Ils ont plus le droit d'avoir des ustensiles en métal, c'est que des ustensiles en plastique pour faire la cuisine. Enfin, c'est ça concrètement ce que c'est venu changer. Ils sont mis par groupe de 5 là où ils pouvaient avoir des activités plus collectives auparavant. Mais là, on leur restreint les parloirs avec les gigaphones. Mais pour ce qui est des grands... Si, je vous parle de ceux qui sont à Vendin. Ceux qui sont à Vendin sont censés être les grands criminels. Oui, vous dites qu'ils ne le sont pas forcément. En tout cas... Pour ceux qui le sont, en tout cas, ça semble être plutôt efficace. Mais en fait, encore une fois, ça l'était déjà. Et ça peut déjà l'être. Pourquoi ça ne l'est pas dans les autres prisons dont on parle, dans les autres maisons d'arrêt? Parce qu'elles sont en surpopulation carcérale. Quand vous avez 190% de surpopulation à la santé, pour la dernière que j'ai visitée en maison d'arrêt, ou pour Beaumet, où vous avoisinez aussi pas loin des 200% de taux d'occupation. Gérald Darmanin a dit qu'il voulait en venir à 100%. Hier, oui, quand génial, il s'est rendu à Marseille. c'est bien. Éric Dupond-Moretti avait dit la même chose, Nicole Belloubet aussi. Il nous fait repousser le moratoire, vous savez, sur l'encellulement individuel. Il y a 2 manières d'arriver au résultat. Soit vous construisez des tas de prisons sur un délai record, ce qui n'est pas possible en réalité. C'est concrètement impossible. Soit on incarcère moins et on incarcère les personnes dont on pense qu'il est important qu'ils soient enfermés. Et il ne veut pas emprunter cette voie-là, Gérald Darmanin. On a proposé un mécanisme de régulation carcérale à un certain nombre de parlementaires, y compris au sein du socle commun. Il y a des parlementaires qui pensent que c'est important qu'on arrive là-dessus, parce que on peut pas faire du bon travail en détention pour les surveillants quand vous avez 3 personnes dans une cellule avec des matelas au sol. Vous pouvez pas faire de la réinsertion, vous pouvez pas surveiller pour les téléphones non plus. En réalité, c'est ça le sujet de fond. Un mot encore, vous disiez, Hugo Bernalicis, sur en dehors des prisons, cette fois-ci dans les quartiers plutôt, vous disiez au début de cette interview, il y a un manque d'investissement dans les quartiers. Mais comment concurrencer, même si vous fournissez la meilleure éducation possible, avec des gens qui vont peut-être sortir de l'école, ensuite ils auront des salaires 1500, 1600, 1800, 2000 euros par mois, avec des business qui leur permettent de gagner des centaines d'euros par jour et parfois des milliers d'euros par mois. Ouais, c'est pas aussi rémunérateur qu'on veut bien le dire, le trafic de stupéfiants, quand vous êtes tout en bas de l'échelle et que vous êtes un petit jeune en train de surveiller. En plus, il y a quand même 2-3 risques dans les circonstances, puisque c'est un milieu très violent, vous n'avez pas de contrat de travail, rien de tout ça. Donc je suis pas sûr que les gens aient envie de faire ça spontanément. Ils sont poussés à ce qu'on fasse ça. En tout cas, ils sont une main d'œuvre très 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 facile pour les trafiquants, qui sont les plus jeunes, qui sont dans le décrochage scolaire, etc. Les réponses à apporter à ça, on les connaît, on sait comment on fait ça. Il faut des éducateurs de rue, il faut des éducateurs spécialisés, il faut des clubs de prévention, il faut des écoles qui aient suffisamment d'accompagnantes et d'accompagnants sur place, en plus des enseignants. Et quand on fait ça, figurez-vous que ça marche en fait, quand on met des services publics, quand on fait de la prévention. Alors effectivement, une fois qu'on n'a pas fait ça, qu'on a la protection de l'enfance qui est en très grande difficulté et qui est très maltraitante avec les enfants dont elle a sa charge, qui sont aussi un vivier pour le proxénétisme de mineurs, pour le trafic de stupéfiants aussi également. Je me dis qu'on est juste en train d'essayer de faire de la surenchère dans la répression, et en le faisant mal, encore une fois, en le faisant sans discernement, parce qu'on fait des places nettes plutôt que de cibler sur le haut du spectre. Je veux dire, une toute dernière question sur ce sujet. On se donne pas les moyens de régler le problème. Une toute dernière question sur ce sujet. Il y a les municipales qui approchent. Est-ce que vous êtes inquiet qu'il y ait d'une forme de pression sur vos candidats, et d'ailleurs plus globalement sur les candidats, de la part de certains trafiquants? Ce qui m'inquiète, c'est pas qu'il puisse y avoir des pressions. Je pense qu'il y en aura, et il continuera d'y en avoir. C'est la question de la réponse de l'État face à ces pressions et à ceux qui les subissent. Nous ne sommes pas aujourd'hui suffisamment armés pour lutter contre la corruption en interne des services de police, en interne de la magistrature et en interne du pouvoir politique en général. L'Agence française d'anticorruption vient enfin de publier son plan, mais le gouvernement a traîné pendant des mois et des mois sur le sujet. On a dit qu'il fallait avoir des cellules d'alerte pour quand quelqu'un, quand on vient de
de tenter de corrompre quelqu'un. Même la personne, quand elle refuse d'être corrompue, elle est en risque parce qu'elle a refusé quelque chose. Et elle en parle à qui ? Si on l'a menacé de confiance, on voit les gens qui sont censés être sous la protection de la police, ça fonctionne pas complètement bien parce que pareil, on ne s'est pas doté des services suffisamment efficaces là-dedans. On a proposé justement dans la loi narcotrafic, mais ça a été balayé d'un revers de la main en disant mais le petit jeune qui est dans le trafic, qui veut en sortir parce qu'il est pieds et poings liés là-dedans, comment on fait en sorte pour l'extirper de tout ça ? Eh ben ça vaut pour tout le monde malheureusement, et c'est un des grands drames de cette loi narcotrafic, c'est qu'elle ne s'attaque pas efficacement à la corruption. On vous a entendu sur le narcotrafic, Ugo Bernalicis. On voulait évoquer avec vous ce matin un autre sujet grave, celui de la menace de la guerre. Le plus haut gradé français, le général Mandon, a déclaré à propos de la menace russe « Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, alors on est en risque ». Vous êtes à la France Insoumise avec le Rassemblement National, avec le Parti communiste français, les plus en pointe pour dénoncer ces propos. Pourtant, il n'est pas le seul à alerter sur l'imminence de cette menace et d'une confrontation guerrière possible avec Vladimir Poutine. Est-ce que vous pouvez nous dire très précisément ce matin ce qui vous pose problème dans ces déclarations ? Mais ce qui me pose problème, c'est que le chef des armées, le chef d'état-major des armées doit, quand il s'exprime publiquement, ne pas rentrer sur le champ de ce qui relève de la politique et de ce que doivent dire les autorités civiles, c'est-à-dire le président de la République, les ministres, les parlementaires eux-mêmes. Chacun a sa place. Ce n'est pas à lui de dire ce qui est un risque ou ce qu'il pense qu'il faudrait faire pour le pays. Il doit dire quoi alors ? Eh ben, s'il présente un état de la menace, voilà, au maire, il en reste factuellement à des choses qui sont de l'ordre de l'explication et pas de l'intention. Il est sorti de son rôle, là. Oui, il est tout à fait sorti de son rôle. Qu'est-ce qui doit se passer maintenant ? Si une prise de parole comme celle-là doit pouvoir être faite, elle doit pouvoir être faite par le président de la République et en prendre la responsabilité politique. Mais là, alors justement, c'est mis comme un argument d'autorité. C'est pas discutable. L'armée vous l'a dit. Et d'ailleurs, acceptez que vos enfants aillent mourir au front, puisque c'est les enfants, c'est le terme qui a été utilisé, même s'il a plusieurs sens là dans la phrase. Oui. Précisons que c'est sans doute les soldats dont il parle. Oui, ça reste aussi. Mais ces soldats ont des parents, c'est aussi des enfants. Enfin bref, ce sont les enfants de la République, comme on dit. Et donc, je n'accepte pas qu'un chef d'état-major des armées dise ça. Vous savez que le général De Villiers a été limogé pour bien moins que ça, pour avoir répondu aux questions des parlementaires il y a quelques années. Le gouvernement lui a apporté son soutien en la personne de la ministre des Armées, Catherine Vautrin, qui même dit pas de place pour la polémique. Est-ce que vous n'êtes pas tenté, est-ce que vous n'êtes pas tenté avec d'autres dans votre parti de minimiser cette menace, de ne pas vouloir la voir ? Mais c'est pas encore une fois, c'est pas la question de la menace. Et de parler de la menace, c'est pas le sujet. En fait, vous savez, à la commission défense à l'Assemblée nationale, ils reçoivent régulièrement les militaires, les ministres, pour faire le point sur la menace, sur les menaces en tant que telles. Il n'y a pas de tabou sur le sujet. On est parfaitement au fait de la situation géopolitique internationale. C'est qu'est-ce qui convient de faire pour le pays face à cette menace ? Ça relève du politique et pas du militaire. Le militaire, il est là pour obéir. Mais est-ce que malgré tout, c'est à ça qu'on reconnaît une république démocratique. Est-ce que polémiquer là-dessus, c'est pas donner du grain à moudre à ceux qui s'opposent à la France? Non, parce que justement, c'est trop grave en fait. C'est trop grave. Et si Emmanuel Macron a envoyé son chef d'état-major pour dire à sa place ce que lui n'ose pas dire ou ne veut pas dire, c'est encore plus grave. Ça veut dire que c'est une forfaiture et qu'il est là pour qu'il se défile. C'est insupportable. Je ne veux pas que demain, et nous ne voulons pas que demain, on se retrouve dans une situation où on commence la guerre sans l'avoir décidé politiquement. Voilà, ce serait insupportable et antidémocratique. Merci à vous, Ugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. Merci d'avoir été l'invité du 8h30 France Info. Merci Mathilde Siro. Les informés avec Renaud Dely dans quelques minutes. On reviendra notamment sur ce sujet.